À Nadia Lazouni, vous n'aurez pas un milliardième de grammes de pouvoir en France. Nous vous expulserons au bulldozer, bande de putes islamistes. 3 millions en 6 mois. Objectif mathématiquement raisonnable. Tu fermes ta gueule et tu dégages. Garde ton chiffon. Nous viserons mieux, petite effrontée. Il se remplira de ta cervelle de merde. Tu ne connais pas la France, tu connaîtras les Français. Nous visiterons les quartiers de non-France, de la cave au grenier, et certains appelleront leur mère avant de prendre une balle dans la nuque. Aucune illusion, race de merde. La France sera vierge de tout musulman et islamiste. De tout musulman et islamiste. Promène ta bouche à dans le Maghreb, saloperie d'islamiste. Nadia Lazouni, bonjour. Tu es journaliste. Hier, tu as reçu à ton domicile une lettre manuscrite avec des menaces de mort à caractère raciste. Tout d'abord, comment tu vas ? Bonjour Tara, merci de me recevoir et de poser la question. Alors ça va, aujourd'hui ça va, j'ai eu beaucoup de soutien, ce qui donne de la force quand on traverse ce type d'événements surprenants, inattendus, douloureux. Tu parlais donc de menaces à caractère raciste, elles sont aussi à caractère sexiste. C'est important de rappeler que le racisme anti-musulman stigmatise surtout les femmes, et notamment les femmes visibles, les femmes qui arborent un foulard, puisqu'on est identifié comme étant musulmane. Et puis bon, je pense que les agresseurs, les auteurs de ce type de courrier, on va dire, ne se frottent pas trop au barbu. Voilà, c'est quand même plus facile de s'attaquer à une femme. Donc c'est aussi important de rappeler la couardise qui caractérise ces personnes. J'étais en Normandie, chez mes parents, je retourne donc à mon domicile à Paris, et je découvre donc ce courrier à l'attention donc du média que j'ai fondé, Speak Up Channel. Et très honnêtement, ça peut paraître hyper naïf, j'étais hyper contente de recevoir ce courrier parce que je me suis dit, tiens, c'est un soutien financier aux médias, et donc je m'attendais vraiment à trouver au sein de cette enveloppe un chèque. Et en fait, ce que je découvre, c'est une autre enveloppe à l'attention de Nadia Lazouni, confidentielle, et je découvre cette lettre de recto, d'une violence inouïe. Je l'ai dit sur Twitter, c'est qu'à travers mon travail, à travers mes prises de parole publiques aussi, j'essaie vraiment de diffuser un message d'espoir. T'imagines que quand on est identifié comme femme musulmane, y a beaucoup de femmes musulmanes qui m'écrivent pour me témoigner de leur inquiétude. Elles se posent la question de leur avenir en France. Et ce qui est aussi terrible, c'est que lorsqu'elles expriment leur souffrance, on leur dit qu'elles sont dans une posture victimaire. Donc c'est ça en fait qui est terrible. On leur dénie même, on est vraiment même dans le déni de leur statut de victime. Et donc ce qui fait qu'on se parle vraiment entre nous. Et moi j'essaie de leur remonter le moral comme je peux et de leur dire qu'on est en France. Ici, on n'a pas été invités. Hein. On est né ici. On a droit de citer aussi. On a droit de vivre comme tout le monde. Et en fait, au bout du compte, c'est ce que je disais aussi dans ce tweet, c'est que je ne vais pas pouvoir très longtemps continuer de marcher avec des œillères. Moi, vraiment, ce climat délétère, j'essaie de l'ignorer. Dans mes contenus, je parle de choses qui sont plutôt positives. Je promeus énormément l'inclusion. Et en fait, ça ne suffit pas d'être quelqu'un qui essaie d'apporter sa pierre à l'édifice de ce pays, d'essayer de contribuer vraiment à pacifier les choses. Ça s'inscrit pour toi dans tout le climat actuel, des votes en ce moment au Sénat, de lois qui ciblent les musulmans et les musulmanes. Surtout, on l'a vu avec ce vote d'interdiction des femmes qui portent le voile, qui ne pourraient plus accompagner leurs enfants à l'école. Pour toi, ça s'inscrit dans ce climat politique actuel ? Clairement, oui. Oui, parce que alors la dernière fois que j'ai participé à un débat télévisé, c'était en octobre 2019. Donc depuis, j'ai pas fait d'apparition. En tout cas, j'ai pas été invitée à reparler de ces questions qui touchent au foulard, aux libertés fondamentales, etc. Une fois de plus, ce courrier intervient à un moment où effectivement, des sénatrices ont eu... on connaît bien nos politiques et leur sens au sens de la priorité, ont eu la bonne idée donc d'ajouter des amendements à ce projet de loi contre les séparatismes, donc des amendements qui visent l'interdiction des signes religieux aux parents accompagnateurs, mais on sait très bien dans les débats, ils ne se cachent plus, clairement c'était l'objectif d'interdire aux mères accompagnatrices de porter le foulard. Donc cet amendement a été voté en première lecture au Sénat. C'est bien de rappeler que c'est pas définitif, qu'il va y avoir aussi, donc avec ce jeu de la navette, ça va être discuté aussi entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a eu aussi cet amendement qui vise à interdire le port des signes religieux aux mineurs. Donc une fois de plus, c'est le port du hijab aux mineurs. Et il y a eu aussi donc, cette interdiction de porter le burkini. Donc clairement,
Je reçois ce courrier dans ce contexte-là et je pense que le lien est aussi fait avec ma position qui est celle d'une juriste quand je suis sur les plateaux. Enfin, très clairement, j'ai cette formation-là. Moi, je ne vais pas sur le terrain de l'émotionnel. On n'arrête pas de nous répéter qu'on est dans un état de droit. Bah, la boussole d'un état de droit, c'est le droit et c'est la loi. Et donc, ces femmes, ces enfants ne contreviennent pas à la loi en portant un foulard dans un espace public ou en accompagnant leurs enfants lors des sorties scolaires. Donc ça, c'est le propos que j'ai tenu lors d'un débat à LCI. J'ai repartagé cet extrait-là 1 an et demi après pour dire que finalement, de manière cyclique, ces polémiques reviennent et une fois de plus stigmatisent, cherchent à contrôler le corps de ces femmes, en fait. C'est aussi ça qu'on cherche à faire. Et bon, il y a eu un regain d'intérêt autour de cette vidéo. Voilà, ce courrier arrive à ce moment-là très clairement. Très clairement, oui. Donc pour vous, il y a une responsabilité quelque part, notamment de ce courrier dans les choix et les actes des politiques aujourd'hui? Oui, oui, clairement. Oui, voilà, c'est que ce courrier-là, a priori, on pense que c'est une personne d'extrême droite ou pas. Enfin, aujourd'hui, les frontières entre les partis politiques sont très ténues. Il y a eu l'épisode UNEF juste avant, voilà, qu'on a lynché publiquement. C'est important de rappeler que quand même, ce sont des jeunes syndicalistes, ce sont des étudiantes, jeunes majeures, qu'on soit d'accord ou pas avec elles, on est dans un pays qui fait de la démocratie quand même sa boussole également. Donc on peut quand même être dans le débat d'idées sans invectiver et sans menacer de mort, par exemple. Et c'est ça, en fait, qui est surtout inquiétant, c'est que les procédés sont toujours les mêmes. Lorsqu'on a une personne qui vient avec un discours qui vient apporter un peu de nuance ou qui vient un peu contredire le discours, en tout cas politique, on la menace de mort, comme ça a été le cas pour Mélanie Luce, ou alors on va affubler les gens d'islamo-gauchistes, de racialistes, d'indigénistes, comme ça on étouffe complètement le débat, on empêche l'échange. Et là, cette personne fait exactement comme des politiques. Ah tiens, je n'aime pas ce que tu portes, ce que tu défends, tu dois mourir en fait. Voilà, tu n'as plus le droit de vivre dans cet état. Les menaces de mort sont devenues une réponse, le langage des réseaux sociaux, en fait. On reçoit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux? Eh bien non, figure-toi que là, elle est là vraiment ma surprise. Moi, je ne vais pas mentir, franchement, jusque-là, bien évidemment, des attaques racistes, islamophobes, etc., j'en ai déjà reçu en commentaire de mes vidéos. Tiens, c'est quoi ce chiffon, retourne dans ton pays, etc. C'est devenu tellement commun qu'on trouve ça presque normal. C'est ça qui est malheureux. Mais j'ai jamais reçu de menace de mort. Jamais. C'est la première fois. Et là où c'est doublement violent, c'est que tu en sais quelque chose, tu reçois beaucoup de menaces de mort, d'autres figures aussi qui luttent contre le racisme. Donc pour la justice, c'est important de le dire, voilà. Reçoit aussi des menaces de mort à travers les réseaux sociaux. Et là, moi, je reçois ce courrier à la maison. Donc, tu vois, en plus d'être menacée, il y a une intimité qui est aussi violée, tu vois, dans cette histoire. On a l'impression qu'à chaque fois qu'une femme musulmane et qui porte le voile existe dans l'espace public, que ce soit, on l'a vu avec Ménel dans une émission de chant, que ce soit avec Mariam Pouchtou, qui est syndicaliste à l'UNEF, ou toi, à chaque fois qu'une femme musulmane ne fait qu'exister dans l'espace médiatique, public ou politique, elle est immédiatement, entre guillemets, remise à sa place. Quelle analyse tu fais de ça? La même que la tienne, en fait, c'est que pourquoi on dérange, en fait. Je pense qu'on déconstruit tellement les représentations autour de la femme qui porte le foulard. Ça retire finalement la pseudo-légitimité de leur combat, de dire oh, ces pauvres femmes musulmanes qui portent un foulard, elles sont opprimées, elles vivent sous le joug de leur père, de leur frère, de leur mari, elles sont enfermées à la maison. Et en fait, notre seule présence suffit pour dire tout le contraire. Voilà, Mariam Pouchtou est une étudiante brillante, c'est une syndicaliste qui aspire aussi à une grande carrière dans ce qu'elle fait. Ménel, c'est une artiste, et moi je suis journaliste, je fais des interviews avec des femmes, avec des hommes, j'ai joué dans un film. Et donc, du coup, le discours, ces éléments de langage ne sont plus opérants, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cherche vraiment à effacer, à aseptiser l'espace public de la présence de ces femmes qui arborent un signe religieux. Donc, ils ne peuvent pas le faire au nom de la laïcité, parce qu'on voit très bien que la laïcité, laïcité, c'est l'unité. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Les pouvoirs publics sont laïcs, les fonctionnaires, les agents du service public sont laïcs. Ce n'est pas ce qu'on attend des usagers.
enfin voilà, par les quelques lois qu'ils ont votées pour empêcher les usagers de porter le foulard, mais ou la kippa, ou une croix, on va dire, assez plutôt grande. Mais ce que j'ai remarqué, et je pense que d'autres ont remarqué, c'est que ce qui est pénible pour eux, c'est qu'ils voient que la loi, les libertés fondamentales, etc., sont en faveur en fait de ces minorités. La loi est censée protéger ces minorités, même peut-être encore plus que d'autres, puisqu'elles sont discriminées en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam ou à une ethnie, etc. Et comme on voit que la loi ne sert pas finalement nos intérêts, on va sur le terrain des valeurs. Ah, ça, c'est la technique. Ah non, oui, bon, effectivement, ce foulard, oui, elle peut le porter, mais vous savez, c'est pas très compatible avec les valeurs. Mais quelles valeurs, en fait? Quelles valeurs? La liberté, égalité, fraternité. Donc, tu vois, tu peux invoquer... Finalement, ceux qui prétendent vouloir émanciper la femme musulmane l'excluent de tous les cercles d'émancipation, Enfin, c'est-à-dire l'organisation oui. Politique, syndicale, Complètement. la culture. De la cité. Voilà, on l'exclut de la cité, clairement. Et ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes qui portent le foulard en France, en fait, ne sont pas sous la pression de leurs pères, de leurs frères et de leurs époux. On est sous la pression, en fait, des pouvoirs publics, du politique. C'est ça, c'est cette pression, en fait, que l'on ressent. Enfin, typiquement, il suffit de regarder les rapports, parce qu'on va encore dire, ah, c'est quoi ce discours? Non, en fait, il y a des rapports qui dressent vraiment un état de fait, quoi. Enfin, quand on porte un foulard, on ne peut pas accéder au marché de l'emploi. C'est une réalité, c'est très compliqué. Il y a des exceptions, bien évidemment. Heureusement qu'il y a des employeurs qui respectent la loi et ne discriminent pas. Mais même la loi, enfin, voilà, on se souvient de la loi El Khomri, quoi, qui a été votée et qui vient, en fait, finalement entériner une jurisprudence qui dit que, dans certaines situations, l'employeur peut interdire. Donc là, c'était, en fait, de cas d'espèce, on va dire, on va en faire une généralité à travers une loi, parce qu'on voit qu'en pratique, rien n'empêche l'expression, finalement, de son appartenance à une religion, à une croyance ou à une non-croyance, peu importe. Et donc voilà, oui, on émancipe les femmes en les enfermant. C'est très intéressant, en fait. Tu vois, on dit aux mères, non, vous êtes soumises, on vous punit et vous allez rester à la maison. Donc je trouve qu'il y a une drôle de pédagogie dans cette recherche d'émancipation, même si on a besoin de personne pour s'émanciper, de ces femmes prétendument soumises. Enfin, c'est risible. Et je pense que la France, d'ailleurs, à l'étranger, ils rigolent bien de tout ça, quoi. Pays des droits de l'homme. Tu vois, plus on avance dans le temps et plus on régresse sur le terrain des libertés et des droits. Et c'est hyper inquiétant. Et tu vois, dans le même temps, Taha, tu vois, cette lettre, j'ai consulté, tu vois, avant de la partager. J'ai pas voulu le faire tout de suite. Tu vois, je me suis dit... Je sens que c'est palpable. Je vais pas dire la communauté musulmane, je vais pas essentialiser comme ils le font, mais... Beaucoup de musulmans me contactent et me disent, voilà, enfin, beaucoup partent au Canada, en Angleterre. Il y a un courrier qui a été écrit par une journaliste et qui expliquait que beaucoup de femmes, cadres en général aussi, choisissaient la voie de l'expatriation pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Beaucoup de musulmans pensent au départ, en fait, n'arrivent pas à se projeter dans cette société. Je pense qu'il n'y a pas plus violent que ça, de se dire, on est indésirable là où on vit. Donc, j'ai dit, je ne vais pas ajouter... tu vois, de la peine à la peine ou de l'inquiétude à l'inquiétude, en fait. Sauf que j'en avais pas parlé sur les réseaux sociaux. J'ai été aussi agressée verbalement en octobre dernier. J'étais avec une amie, on allait boire un verre et il y a un monsieur à côté. Enfin, tu vois, on s'autorise ce genre de choses aujourd'hui en France, qui se lève et qui dit vous n'avez rien à faire en France, vous êtes des terroristes, des islamistes, dégagez de là, avec vos chiffons sur la tête. Et ce chiffon, c'est celui qui a été pointé par des... supposés journalistes, éditorialistes, on va dire, et d'autres pseudo-intellectuels et philosophes qui vraiment normalisent ce type de discours. Et donc voilà, et donc oui, des gens dans la rue aujourd'hui se permettent de commenter en fait nos tenues. Moi, on m'a déjà dit, vous seriez tellement mieux sans votre foulard, vous devriez changer la couleur. Tu vois, des réflexions comme ça au quotidien. Et là, tu te dis, ok, donc je partageais pas ça parce que je me suis dit, ça sert à rien. Mais là, c'est quand même, c'est quand même. Qu'est-ce qui t'a décidé grave, justement quoi. de publier cette lettre sur les réseaux sociaux? Je l'ai fait parce que je pense que, comme pour beaucoup, d'ailleurs musulmans ou non, je pense que le problème du racisme anti-musulman et de ces lois, de ces amendements qui stigmatisent comme ça tout un pan de la communauté nationale n'est pas le problème que des musulmans. C'est le problème de tous les Français qui aspirent à la justice et qui sont attachés aux valeurs de la République. Et donc, je l'ai fait parce que
ça va trop loin là en fait, tu vois. Tu te dis à un moment donné, je pense que j'étais aussi en train de me mentir moi-même. Mais tu es obligé pour ta santé, tu vois, psychique, tu ne peux pas regarder les infos, tu ne peux pas. Je t'avais déjà dit en fait une fois, moi je me suis un peu déconnectée de ce qui se dit en ce moment parce que c'est douloureux et j'ai besoin de. Je pense qu'on aspire tous à la paix. L'être humain aspire en fait à la paix. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On baigne dans un climat clivant, entretenu par la fonction politique qui est censée servir les intérêts de tous les Français, tu vois. Donc voilà, c'était un moyen d'alerter un peu plus sur la gravité du climat qui règne dans notre pays. Il y a eu un tweet d'une ministre, Oui. Marlène Schiappa, qui a tweeté « Aucune controverse ne saurait justifier ces menaces de mort. Je vous invite à déposer plainte et la justice se saisira de cette affaire. » Qu'est-ce que tu as pensé de ce tweet ? J'ai trouvé ça irresponsable de dire ce genre de choses. Elle a dit ça avec une forme de détachement. Donc je connais les recours qui existent dans notre pays, bien évidemment. Donc j'ai fait appel à un avocat, Arié Halimi, qui va défendre mes intérêts dans ce dossier-là. Et peut-être pas que les miens, puisqu'on en reparlera certainement. Ce ne sont pas des menaces. Oui, je dépose plainte pour menace de mort. Et donc cette affaire est confiée à Arié Halimi. Cette lettre, ces menaces de mort ne s'adressent pas qu'à moi. Donc, je n'ai pas voulu aussi insister sur ce point lorsque j'ai publié ce tweet et j'ai publié sur d'autres réseaux sociaux. Mais cette personne menace toutes les femmes musulmanes visibles, donc celles qui portent un foulard, et également les 3 millions de musulmans dont elle espère pouvoir se débarrasser en 6 mois. C'est ce qu'elle dit dans son courrier. Donc, ce n'est pas que des menaces dirigé contre moi, mais c'est vraiment contre la communauté musulmane. C'est peut-être un projet d'attentat terroriste. On peut le considérer. On peut le considérer aussi. Donc, on va laisser la justice pouvoir apprécier un peu les termes de tout ça. Et qu'est-ce que justement tu as pensé de ce tweet ? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait ? Oui, voilà, c'est ça. Je me suis sentie clairement seule. Enfin, j'attendais pas vraiment grand-chose non plus d'elle, mais j'avais envie aussi de la confronter à ces contradictions. C'est une féministe comme moi qui a longtemps défendu les droits des femmes. Et d'ailleurs, elle a fait remarquer quand même que les attaques étaient à caractère sexiste, donc à caractère raciste aussi. Mais je crois me souvenir qu'elle était beaucoup plus entreprenante lorsqu'il s'agissait d'autres personnes qui subissaient des menaces. Et je pense que c'est ça qui devient pénible, c'est cette indignation sélective, c'est ces traitements différenciés en fonction des personnes qui subissent ces menaces de mort. Elle parlait de controverse. Alors voilà, oui aussi, alors quelle controverse ? Elle parle effectivement de controverse. Je ne vois pas de quoi elle parle. Enfin, en tout cas, me concernant, moi j'étais en Normandie en train d'admirer le cerisier de mes parents en train de fleurir. Je suis absolument dans aucune controverse. Les polémiques dont elle parle, c'est celles qu'elle construit de toutes pièces avec ses collègues ministres, avec des élus de la majorité, des élus de droite et d'extrême droite. Donc moi, je ne prends pas part à ces polémiques. Donc la controverse, c'est que tu portes un foulard. Alors moi, la question, c'est que faudrait lui la poser, mais est-ce que la controverse, c'est le projet de loi sur les séparatismes, et donc ces fameux amendements auxquels j'ai réagi à travers un tweet Est-ce que c'est le fait que je porte un foulard ? Enfin, c'est aussi une question qu'on peut soulever, mais elle pourrait peut-être nous répondre, en fait. Ouais. J'ai pas envie de faire de procès d'intention comme ils ont l'habitude de le faire, tu vois, avec nous. J'ai pas envie d'essentialiser non plus, etc. Mais son tweet a scandalisé énormément de personnes, bien évidemment. Bien évidemment. Elle noie, en fait, le véritable problème. Elle noie le véritable problème. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me renvoie vers un avocat. Mais vous ne pouvez pas, elle et d'autres ministres, vous déresponsabiliser dans ce contexte-là très compliqué et très violent pour tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, pas que pour les musulmans, pour les minorités en général, pour les ouvriers aussi, pour ceux qui subissent des violences policières, etc. Pour vraiment tout le monde. Et ils contribuent en fait à ce climat. Donc c'est un moyen finalement de s'extraire, quoi, de faire une fois de plus diversion. Quoi. Je réponds sans véritablement répondre et je pars sur autre chose. Ouais. Est-ce que tu as reçu des soutiens, notamment de la part des journalistes Oui.
il y a eu des soutiens de journalistes, ça a été ton cas, le cas de Rokhaya Diallo, des journalistes aussi américaines. Je pense à Ida Halami aussi, qui est au Maroc, enfin pas mal de journalistes aussi à travers le monde. C'est vrai que je me suis pas trop connectée, enfin, tu vois, c'était hier seulement, donc il faut aussi pouvoir digérer. J'ai pas trop voulu voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux, etc. Mais je sais que le syndicat national, donc le syndicat qui défend donc les professionnels du journalisme, a été interpellé, également à un niveau... Oui, la Fédération internationale des journalistes. Exactement, qui a été interpellé. Tu as contribué justement aussi à les sensibiliser sur cette affaire et je t'en remercie. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier, mais vraiment tout le monde. Enfin, il y a eu des soutiens assez même parfois inattendus. Donc j'espère pouvoir prendre le temps de répondre à ces marques de soutien et d'affection. Cette affaire a été portée à la connaissance à un niveau européen et aussi à un niveau international. Et j'espère que le gouvernement apportera une réponse. Je pense qu'on peut quand même faire des liens très faciles entre le discours politique qui aujourd'hui fait l'amalgame entre un musulman, on va dire un musulman ordinaire, qui vit sans même exprimer une quelconque revendication, enfin, pas militant par exemple, et des islamistes. Donc ça serait, alors en plus on comprend plus de quoi il s'agit. Donc les islamistes, en principe, ça serait des musulmans qui se seraient politisés ou qui feraient de l'islam politique, mais les islamistes, ça serait aussi des extrémistes djihadistes. Enfin, tu vois, il y a une confusion totale, mais qui est voulue et souhaitée et entretenue, tu vois, au plus haut sommet de l'État. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est plus les musulmans qui auraient une lecture extrémiste des textes qui dérangent, ce sont tous les musulmans. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à la personne qui a écrit Bon, elle sait qu'elle est lâche. Bah, c'est pas signé, quoi. Tu vois, je me dis, bon, j'aurais aimé quand même une petite signature, etc. Mais bon, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi une victime, quelque part. C'est une victime, enfin, quand je dirais une victime, c'est une personne qui est incapable de prendre du recul, d'analyser le discours politique, médiatique, parce que j'ai beaucoup parlé du politique, on peut parler aussi des médias, qui sont les relais de ces discours qui incitent à la haine, et même parfois au passage à l'acte. Donc il faut aussi rappeler ces connivences entre les partis politiques et médiatiques, et la question de l'indépendance, même des journalistes vis-à-vis du pouvoir. Donc ça pose beaucoup de questions, en fait, cette affaire et plein d'autres. Et donc, j'ai envie de lui dire de s'instruire, d'éteindre sa télé, de faire de grandes marches, de grandes balades, de méditer, d'observer la beauté de ce paysage et du monde. C'est quoi la suite, du coup? C'est une plainte? Voilà, c'est ça. Donc, on dépose plainte directement auprès du procureur de la République. Et voilà, à ce stade, je n'ai pas plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à toi, Tara. Bon courage. Merci.